Oui, c'est bon. La vision du docteur X. Ah, les visions grandioses, hein. C'est très intéressant aussi. Alors, je me demande s'il n'y a pas cette histoire-là dans OVNI Attention Danger de Bernard Bidot. Je ne sais plus. En tout cas, on parle de polymorphisme. Un jour, il faudra que je vous fasse aussi des vidéos des 2 livres de Jean Sider. 2 livres qui sont hyper intéressants aussi sur le polymorphisme, sur le mimétisme des ovnis qui se transforment en n'importe quoi. C'est très intéressant aussi. Mais là, on va revenir aux visions du docteur X, qui est vraiment pas mal. Hein, la dernière fois, c'était en Corse et dans l'Allier. 2 autres cas de vision. Hein. J'avais fait des vidéos comme ça, je ne sais pas si vous en souvenez, voici. Voilà, la 4e partie, c'est-à-dire les visions grandioses. Allez, c'est parti, mon... Comment on dit, Kiki. Musique. Alien Isolation. Pour changer, c'est tiré du jeu, mais bon. Alors, vision du Docteur X, et vous allez voir, c'est vachement intéressant. Encore une fois. Vision du Docteur X. La partie ufologique de cette affaire est bien connue des mordus d'OVNI, car plusieurs chercheurs y sont intéressés de très près, dont Aimé Michel. Encore un grand. Résumons-la en quelques lignes pour le lecteur non averti. Le Docteur X a toujours voulu rester anonyme, bien que nous connaissions son identité exacte depuis bon nombre d'années. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1968 à Cisteron, il a vécu une expérience de contact rapproché avec 2 ovnis, qui ensuite n'en font plus qu'un. Polymorphisme. Puis le phénomène a dirigé un puissant faisceau lumineux sur le témoin avant de disparaître ou de se transformer en brouillard. Depuis ce jour, à chaque anniversaire de cet événement, un triangle rouge apparaît sur le ventre du témoin avec son nombril pour centre. Son fils, très jeune à l'époque, développe aussi ce phénomène annuel. Ce contact a été bénéfique pour le témoin car il a constaté plusieurs améliorations de sa santé, ce que beaucoup de chercheurs ignorent. Oui, parce que des fois ça guérit même, les interventions extraterrestres. C'est ça le plus incroyable. Ce sont les suites de cet événement constituées d'autres expériences bizarres, dont celle qui est résumée ci-dessous. Un jour, à une date que ma source ne précise pas, un homme ou une entité anthropomorphique apparemment matérialisée, qui s'était déjà présenté plusieurs fois à lui en 25 ans, lui propose une balade. Ils partent dans la voiture du Docteur X par un temps superbe sur une belle route goudronnée. En cours de route, le véhicule entre dans une nappe de brouillard et quand il en sort, il roule dans un chemin de terre boueux qui traverse un bois et il pleut des cornes. Puis à la sortie du bois apparaît un magnifique château du XVe siècle. Alors déjà, j'imagine que c'est encore le polymorphisme, l'espace-temps, tout ce que tu veux. Et le guide du Docteur X lui dit de s'y rendre. Ce château, il le connaît bien pour l'avoir vu en dessin sur un de ses tableaux. Sur des tableaux. C'est le château du village qu'il habite, mais qui a été démoli il y a des siècles. Donc déjà, il y a un gros problème. Son guide, qui lui a dit dans sa pensée, semble-t-il, confirme qu'il l'a juste vu, et qu'en fait, ils sont revenus dans le passé. Hein, c'est ça, c'est un peu comme dans Retour le futur. Hein, c'est pas un film. Attention. On n'est pas dans un film. Il faut essayer de... Les propriétaires des lieux qui s'apprêtent à festoyer avec toute une compagnie les accueillent comme de vieux amis. Ils ne s'étonnent nullement de leur habit, différent de leur, et encore moins de leur voiture. Ouais, 15e siècle, quoique celle-ci aurait été garée à l'écart du château. Ils parlent en dialecte provençal mêlé de vieux français, et ils invitent les 2 automobilistes à leur table. La scène est d'un réalisme ahurissant. Au point que le Docteur X est presque convaincu d'avoir effectué un véritable voyage temporel, oui c'est ça, voyage temporel, cherchez, dans la province du Moyen-Âge. Afin de pouvoir ramener une preuve matérielle à son retour, au dessert, il a l'idée de manger 2 prunes avec leur noyau. Il se dit qu'il se restitue
les noyaux plus tard dans les selles, il aurait une magistrale confirmation qu'il a vécu un événement physique. Et c'est ce qui se produit. Peu de temps après son retour, les deux objets sont rejetés par son organisme. Le mieux, c'est ça, c'est de garder un truc de... Voilà, ça, au moins, c'est une preuve. Le hic, c'est que cette supposée preuve n'en est pas une. En effet, si le témoin avait pris connaissance en détail des cas consignés par l'Inquisition depuis 1245, que j'ai très bien connu, il aurait pu découvrir des témoignages qui l'auraient amené à être beaucoup plus circonspect. Ouais. Effectivement, dans de nombreux ouvrages spécialisés, on peut trouver des incidents faisant état de possédés qui ont vomi devant des témoins effarés toutes sortes d'objets inattendus tels ceux-ci. Hein, écoute bien. Des aiguilles, des épingles, des fils de fer en spirale, des morceaux de verre et des clous. Oui. Vomir. C'est une certaine Marie de Moerle, entre autres victime, et qui est arrivée cette mésaventure et qu'elle a prétendu que des hommes en noir, Men in Black, l'obligeaient à avaler toutes ces choses, mais elle était seule à les voir. Des cailloux, des morceaux de charbon, des insectes, des dents, des reptiles, vomis devant témoins dont des personnages de haut rang. La même source signale aussi que ces rejets étaient parfois accompagnés d'hémorragie nasale. Ce qui devrait rappeler quelque chose au lecteur qui connaît bien les symptômes suggérant une abduction extraterrestre. Des cheveux, des ossements, des morceaux de cire, des reptiles vivants vomis par des religieuses possédées au couvent d'Oxane entre 1652 et 1662, pendant 10 ans. Formidable. Il est bien évident que ces personnes n'ont jamais avalé des choses aussi indigestes. Au pire, quelqu'un ou quelque chose les a introduits dans leurs estomacs quelques secondes avant qu'elles ne les rejettent. Au mieux, pour éviter les blessures internes, la matérialisation de ces objets a pu s'opérer à la sortie de la bouche. Oui, mais comment ? Par manipulation de la matière au niveau de ces particules élémentaires, très probablement. Ce qui est arrivé au Dr X est donc explicable, même si cela dépasse nos connaissances scientifiques. Notre homme n'a pas voyagé dans le passé, il a été pris avec une intelligence inconnue qui lui a fait prendre des vessies pour des lanternes. Faut pas oublier que c'est un écran fumé, ils font ce qu'ils veulent. Les êtres au-dessus de nous, non terrestres. D'ailleurs, il y a une situation qui détonne dans le paysage liée à l'altitude indifférente des supposés convives moyenâgeux à l'arrivée de la voiture du Dr X8, on était au XVe siècle. Et des vêtements anachroniques qu'il porte. C'est une anomalie de comportement qui s'est répétée aussi plusieurs fois dans d'autres cas et elle démontre également le subterfuge lequel comporte souvent des détails défectueux qui invalident la réalité physique de l'incident. Un aimable correspondant nous a fait remarquer que c'est aussi une caractéristique onirique. Car dans les rêves, on accepte comme normal toutes sortes d'étrangetés. Oui, mais là, c'est pas un rêve. C'est pas non plus un voyage astral. Voilà, la vision du Dr X, j'arrête là parce qu'après, c'est pas vraiment... Alors, peut-être que je dirais, ouais. Abondance de cas. Je ferai une autre vidéo sur ça, mais plus tard. C'est encore différent. C'est encore différent. Mais toujours dans le même truc, les visions grandioses. Ça, je ferai une autre vidéo. Parce que je vais pas mélanger les deux, ce qui est déjà pas mal. Parce que là aussi, il y a des trucs... Attendez, je l'ai un petit peu parce que... Le problème, c'est qu'il mélange avec des plaisantins. Je sais pas, je verrai bien si je lis ça, je sais pas. Peut-être pas. Bon, enfin, c'est pas grave. En tout cas, c'est une belle vidéo. La vision du Dr X. Les visions grandioses. Et je coupe là. Merci. À bientôt. À plus. Dans 2 jours. Merci.